ho ho la team et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce week-end en NFL. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé vos petits crampons près de la cheminée. Je sais c'est cliché mais c'est pas grave. Et il est avec moi comme à chaque fois le journaliste et collègue de RDS, Renaud Bourbonnais. Comment vas-tu mon chum? Salut, ça va bien? On a eu une autre grosse fin de semaine de football. Puis là, plus ça avance, plus les taux se resserrent là, sur certaines équipes. Il y a enfin eu une petite coupure là, des équipes qui se sont officiellement fait éliminer. Donc, ça va bien. Là, ça paraît que la fin de la saison approche. Ah, ça paraît, mais en fait, mine de rien, c'est encore ultra serré au Mhm, niveau du nombre mhm. d'équipes qui ont le potentiel d'aller en playoff. Ça fait un bail que j'avais pas vu ça, et en fait, rien ne va plus. Les jeux sont faits, j'ai envie de te dire, parce que je capote à chaque fin de semaine parce que chaque semaine, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Des équipes comme les Eagles se ramassent, les équipes comme les Cowboys, c'est sûr qu'ils vont gagner, ils se ramassent. Je n'y comprends plus rien. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as tes notes avec toi sur les matchs qu'on avait prédits la semaine dernière? Non, j'avais pas tout noté, j'avoue. Faudra que j'écoute. Je réécouterai l'épisode et je ferai. Promis, c'est C'est correct. possible, je vais essayer de le faire. Si je trouve un stylo, c'est fait. Allez, écoute, on va y aller, on va y aller. Je vais essayer de me le noter, je sais pas où, mais on va le faire. Et donc, cette semaine, on va être gâtés car la NFL va nous offrir du foot et encore du foot le jeudi, le samedi, le dimanche et aussi le lundi et même à des heures que même en Europe, on va apprécier. Eh Alors, oui, est-ce que tu es prêt à jouer les Grinch? allons-y, allons-y. Ah, alors, let's go. Et une fois n'est pas de coutume, attaquons par le samedi, le 23 à 22h30 en Europe et 16h30 au Canada. Je dirais jamais assez, bande de vénards. Gros duel Euh, ô combien important, Pittsburgh va affronter Cincinnati. Trubisky ne sera pas le quarterback des Steelers, place à Mason Rudolph, qui, comme par hasard, sera titularisé à la semaine de Noël. Alors, Renaud, Mike Tomlin a-t-il le sens de l'humour ou est-ce que c'est réellement plus d'espoir avec Rudolph? Tu vois, j'avais même pas pensé à faire le lien entre Rudolph et Noël. Donc, excellent. Personnellement, j'ai perdu confiance dans les Steelers. On s'entend que Kenny Pickett ne jouait pas du gros football cette année. C'était pas impressionnant ce qu'il faisait. Mais c'était visiblement plus convaincant que ce que Mitch Trubisky fait depuis qu'il est au poste de corps partant, depuis qu'il a pris la place de Pickett qui est blessé. Pour moi, ça ne va pas du tout depuis qu'il est là. On dirait que j'ai perdu confiance complètement à cette équipe-là. Tandis que les Bengals, ben, on pensait que leur saison était terminée quand Joe Burrow était tombé. Et finalement, Jake Browning joue du bon football. Ça peut être son meilleur match en fin de semaine. Mais quand même, on réussit à s'en tirer, à gagner le match en prolongation. On a été un peu chanceux selon moi. Là. Les Vikings ont pris des mauvaises décisions en prolongation, mais quand même. Ce qui compte, c'est qu'on est sorti de là avec la victoire, puis que si les éliminatoires commençaient maintenant, ben, les Bengals seraient partis du tournoi. Donc, pour eux, c'est la voie qui se continue. Ça risque d'être un duel extrêmement serré. Ils le sont tous dans le nord de l'AFC. Le match est disputé à Cincinnati. Je vais y aller avec les Bengals. Tu vas aller avec les Bengals, je vais aller aussi avec les Bengals. Et pour ceux qui nous écoutent seulement en MP3 et qu'on salue aussi, qu'on fait de gros bisous. Alors Renaud nous a mis un match avec 2 ballons. Moi, je vous ai mis un match à 3 ballons parce que je suis quand même curieux. Ça reste quand même Madin AFC Nord, comme à chaque fois. Je vais pas me répéter. Je pense que ça va être quand même un beau duel et un gros match-up entre l'attaque des Bengals et la défense des Steelers. Et même si les Steelers sont en train de craquer parce que, bah, forcément, la défense ne peut pas faire toujours tout le taf. Ça craque forcément. D'ailleurs, les Steelers, on en reparlera en fin d'émission puisque nous avons eu une petite question de mon Kneffel préféré, mais ça sera un peu plus tard. Donc, match suivant, deuxième match du samedi. Les Chargers accueillent dans leur stade, si on peut dire, les Bills. Alors, qui va jouer à domicile? Déjà, on peut se poser la question, est-ce que ça sera Buffalo, est-ce que ça sera Los Angeles? J'ai un doute. Alors, Renaud, Stanley n'est plus. L'un des coachs les plus décriés des dernières semaines est parti après un dernier feu d'artifice, malheureusement, à son encontre. Alors, du coup, Gabe Smith sera l'entraîneur par intérim. Va-t-on voir enfin Los Angeles à son vrai rythme? Et ta réponse est... Probablement pas. Bon, ouais, bon, je suis soulagé de voir que Brandon Staley, l'expérience est finalement terminée. J'ai attendu toute la saison qu'il soit congédié pour qu'on ait enfin puisse dire que les Chargers sont libérés. Ceci étant dit, il est trop tard, là, visiblement, pour cette équipe-là à 5 et 9. Je ne pense pas qu'ils vont être capables de faire face à une équipe des Bills qui vient de battre coup sur coup. Deux très grosses équipes. La victoire contre les Chiefs, bien sûr, il y a 2 semaines.
Et puis la semaine dernière, ben, on accueille les Cowboys de Dallas. On les a battus aussi. Ils ont le vent dans les voiles et sont maîtres de leur destinée. Si les Bills continuent de gagner leur match, ils vont participer aux éliminatoires. On s'entendait sur le fait qu'il y avait 3 gros affrontements sur leur calendrier. Le seul qui reste, c'est le dernier de la saison à Miami. Pour moi, les Chargers, c'est une formalité. Les Bills vont les battre à plate couture dans ce match-là. Et oui, ça risque d'être un match à domicile pour les Bills parce que de 1, c'est un match à domicile pour tout le monde face aux Chargers à Los Angeles. Mais en plus, c'est le temps des fêtes, c'est Noël, donc il y a beaucoup de gens en congé. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire le voyage à Los Angeles pour aller encourager leurs Bills quand ils en ont vraiment besoin. Donc, je vais y aller avec Buffalo dans ce match-là. Ouais. D'ailleurs, tu as eu ton cadeau de la part du propriétaire des Chargers en avance, quoi. Oui, exact. Par contre, il y a un truc qui me choque parce que on est rarement autant en désaccord. Toi, tu as mis une note de 2. Moi, j'ai mis une note de 4 quand même. C'est assez rare pour le souligner. Moi, j'ai mis 4 parce que, alors, comme tu l'as dit très bien, les Bills reviennent en forme. Les Chargers vont avoir un coach intérimaire. Ces 2 ingrédients, tu vois, qui mis bout en bout, qui m'intéressent vraiment énormément. Et j'ai envie de voir d'un côté comme de l'autre, est-ce que les Bills vont être capables de répondre encore une fois? Est-ce que les Chargers vont avoir la pêche et le coup de foudre, vous me pardonnez l'expression, pour vraiment faire des étincelles et vraiment être capable de les voir comme on les attend depuis plus d'1 an, quoi. Non, exact. Par contre, avec Easton Stick au poste de corps arrière, je ne suis pas convaincu qu'il y a vraiment d'étincelles du côté des Chargers. Pour moi, ça va être un match assez facile pour les Bills. Allez, écoute, je vais te suivre, je vais aussi parier les Bills. Donc ça, c'était le dernier match du samedi. On attaque maintenant la série du dimanche par un match entre 2 franchises qui n'ont absolument plus rien à jouer. Les Jets, 5 victoires, 9 défaites face aux Commanders, 4 victoires, 10 défaites. Duel de mal classé et duel entre peut-être 2 futurs anciens head coach. Renaud, les supporters des Jets ne devraient-ils pas chanter leur fameux cri de guerre, enfin le modifier, j'ai envie de dire, en F-I-R-A, fire, fire, fire? Ouais, non, t'as raison. Robert Saleh, je pense que cette année, il a perdu beaucoup de points là, dans la tête de beaucoup de gens. On dit de lui que c'était un gourou défensif. Cette année, on a beau dire que les Jets ont des bons morceaux à défense. Puis c'est vrai que la défense a connu certains gros matchs, mais on peut pas vraiment dire que sur toute la saison, que ça a été une très bonne unité défensive, celle de New York. Et là, on parle pas de l'attaque qui est évidemment complètement anémique. Mais on peut pas tout justifier sous la blessure d'Aaron Rodgers. Il y a eu des décisions qui ont été extrêmement lentes. Il y a eu des retours sur nos décisions parfois aux Jets. En dedans d'une semaine, on pouvait changer d'idée 3 fois. Là, ça commence à faire un bout que l'expérience Saleh est là, puis visiblement, il n'y a aucune amélioration avec l'équipe. Donc, je suis curieux de savoir s'ils vont changer d'entraîneur. Maintenant, du côté des Commanders, pour moi, c'est 100% sûr qu'on va changer d'entraîneur. C'est un nouveau groupe de propriétaires. C'est pas eux qui ont offert l'emploi à Ron Rivera. Puis Ron Rivera, ça fait quoi? 5 ans maintenant qu'il est là. Il n'y a absolument rien eu qui vaille là, du côté de Washington, 4 ou 5 ans. Mais il n'y a eu aucun pas vers l'avant du côté de Washington. Donc, écoute, le match en tant que tel, j'ai pas vraiment d'intérêt pour le regarder. En fait, j'ai aucun intérêt pour le match en tant que tel. Mais écoute, c'est 2 équipes qui sont au point de faire des expériences puis de construire leur équipe en vue de voir qui veulent avoir sur leur équipe l'an prochain. Ah, tu vois, on m'avait dit il y a 1 an à peu près, quand j'avais fait la preview des Jets, que Robert Saleh était pas bon. Alors moi, sur le coup, je l'avais pas cru, j'avais même de l'espoir, mais honnêtement, maintenant, j'y crois plus du tout non plus en ce coach. Alors, comme tu dis, il y a des circonstances atténuantes, mais bon, il faut limiter. Mais pour moi, un bon coach est capable quand même de se tirer les doigts du cul. Déjà, il y a l'histoire aussi, puis il y a déjà l'histoire avec Rodgers, qui pour moi, c'était pas une bonne idée. Alors peut-être j'aurais tort l'an prochain, je l'admettrai, je le reconnaîtrai, vous me connaissez, j'admets mes fautes. Mais pour moi, New York, tu vois, était en pente ascendante. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être bridés, notamment avec Rodgers. Car on le sait tous, le roi Aaron adore que l'on cède à tous ses caprices, dont celui du coordinateur offensif, et j'en passe sur certains receveurs. Pour moi, les Jets, avec ou sans Rodgers, ça ira beaucoup mieux déjà avec un coaching staff qui saura dire non quand il faut et montrer qui c'est qui décide. Et un exemple tout con, tu regardes les Broncos, on s'est foutu de la gueule de Peyton en début de saison, mine de rien, il y a quand même du progrès, même s'ils ont perdu là, mais comparé à l'année dernière, tu mets un coach qui a de l'expérience, qui est capable d'ouvrir sa gueule et qui est capable de dire non à ses stars, ça paye quand même, mine de rien.
Donc pour moi, tu vois, je trouve que les Jets sont un peu tirés double balle dans le pied. Et je te rejoins, Robert Saleh, pour moi, il est grand temps que ça change. Et vraiment un coach vraiment efficace, quoi. Je vais y aller avec Washington pour le match. Ouais, allez, moi je vais dire quand même Jets, même si je viens de les tailler. Second match, direction le froid du Minnesota et la confrontation entre les Lions et les Vikings. Détroit a retrouvé des couleurs. Minnesota s'est écroulé en fin de match. Alors, quel sera le visage de ce match selon toi? Ben, écoute, c'est un match extrêmement important qui va définir le reste de la saison pardon, des Lions, selon moi. Ces deux équipes-là vont se retrouver deux fois d'ici la fin de la saison régulière. Donc, on met la table pour deux rencontres en même temps, là, si tu veux, dans ce match-là. Puis la dernière chance des Vikings, s'ils veulent s'accrocher aux éliminatoires, ben, ça va être bien sûr de gagner au moins un de ces deux matchs-là. Et celui-là, il est à la maison, donc c'est peut-être le plus prenable pour le Minnesota. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Lions la semaine dernière à heure de grande écoute contre les Broncos de Denver. Les Broncos qui avaient le vent dans les voiles, les Lions qui étaient sur la pente descendante. Tout le monde les voyait connaître un match difficile. Finalement, ils ont taillé en pièces la défense des Broncos de Denver. L'attaque a retrouvé toute son élégance et surtout, le match de ce week-end au Minnesota, ben, il va être disputé dans un dôme, ce qui est toujours favorable là, aux Lions. Donc, même si le match va être sur la route, personnellement, je vais favoriser Détroit. On dirait que les Vikings, pas capables de leur faire confiance. J'ai pas aimé leur gestion du match, particulièrement en prolongation contre les Bengals la semaine dernière sur la route. Je me range derrière Détroit pour ce match-là. Non, je te rejoins, je vais jouer aussi les Lions. Et c'est vrai que les Vikings, là, personnellement, cette année, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est pas une équipe que j'ai envie de voir en playoff. Ouais, vas-y. D'ailleurs, je voulais spécifier, si je ne me trompe pas, avec une victoire contre les Vikings, les Lions s'assureraient de gagner en fait, c'est ça, les Lions seraient assurés de remporter le titre de la division nord de la nationale. Attention, attention, pour la première fois de leur histoire. Donc, ça va être un match extrêmement important là, pour Détroit. Ouais, j'espère, parce que ça me ferait plaisir de les voir en playoff, ça me ferait plaisir de les voir réussir, mais par contre, pitié, c'est pas contre vous, fans des Vikings, mais cette année, j'ai pas envie de les voir en playoff, quoi, parce qu'ils le méritent pas du tout. Non, exact, c'est ça. Il y a quelques semaines, quand il y a eu l'effet Dobbs au début, je me disais, ah, j'ai hâte de les voir et tout, et tout, et tout. Puis maintenant que ça s'est un peu calmé, je me dis, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de les voir se faire planter au premier tour? Hmm. Pas vraiment. Non. Donc, ça sera 2 fois Lions. On quitte le nord pour le sud. Les Texans accueillent les Browns de Cleveland. Deux franchises qui jouent du bon football et deux franchises qui sont et seront peut-être privées, enfin, une qui est privée, l'autre qui sera peut-être privée de son quarterback numéro 1, mais qui, dans les deux cas, il faut la mettre, se battre et ne lâche rien. Comme quoi, avoir un bon coach, parfois, ça paye. Donc, Renaud, deux challengers qui vont se livrer une grosse bataille, qui vont être des véritables poisons. On est d'accord sur un truc, beau match en tout cas. Ouais, puis écoute, la semaine dernière, quand on se parlait ensemble, on pensait que ce serait Davis Mills, le carrière partant des Texans, et c'est ce qui s'annonçait. Finalement, ça a été Case Keenum. Il a fait le travail contre les Titans. Ça n'a pas été un match facile, mais Houston a réussi à remporter ce match-là. En plus, les Titans avaient eu l'arrogance de porter le chandail des Oilers de Houston pendant ce match-là. Donc, c'était les Texans étaient motivés plus que jamais. C'était pas un match facile, mais écoute, avec un carrière réserviste, ils ont réussi à aller chercher la victoire sur la route. Je pense que c'est ce qui compte pour eux. Maintenant, on verra si Jay Stroud, combien de temps encore il va être à l'écart du jeu. On s'entend que le reste de l'évaluation de la saison des Texans dépend vraiment de sa présence ou non. Tandis que du côté des Browns, moi, j'ai adoré la fin de match la semaine dernière, quand je le faisais à NFL Red Zone. L'oncle Joe Flacco, qui, qui a réussi toute une passe à Mary Cooper pour le toucher qui créait l'égalité. Ensuite, on est allé, on a orchestré une séquence pour aller frapper le placement de la victoire, mais j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de beaucoup de sang-froid. Puis pour un gars qui a passé la plupart de la saison sur son sofa chez lui, je trouve que Joe Flacco, il donne du drôle de bon football. Je me demande même s'il joue pas mieux. En fait, je suis pas mal convaincu. Il joue mieux que Deshaun Watson jouait en début de saison. Je l'ai mentionné dans une autre, je voulais t'en parler justement pour avoir ton avis, mais moi je suis à 100% d'accord là-dessus. Les Browns jouent mieux en attaque avec Joe Flacco qu'avec Deshaun Watson.
Alors Ouais, pourtant, il y avait au début, on avait l'argument, tu vois, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été sur un terrain, etc., ouais. etc. Bon, Joe Flacco, c'est ça, il a joué l'année dernière un peu pour les Jets, Mais à peine, bah, ouais. à peine, voilà. Mais mine de rien, il est quand même capable de faire, je trouve, on a du meilleur football avec les Browns, comme tu l'as dit, avec les Joe Flacco. Donc, Exact. voilà. Après, est-ce que CJ Stroud, j'ai l'impression que c'est pas sûr à 100% qu'il ne joue pas le match. Alors, je sais pas si tu Non, as peut-être exact. d'autres infos. Exact. C'est commotion cérébrale, donc c'est un peu difficile à évaluer toujours là. Quand est-ce qu'il peut revenir? C'est pas comme un bras ou une jambe où on peut faire une évaluation claire et nette. Donc, est-ce qu'il joue ce week-end? Est-ce qu'il rejoue cette saison? Les deux scénarios, on le sait pas vraiment là. Donc, ce sera à suivre, mais personnellement, tu sais quoi, je vais prendre les Browns sur la route dans ce match-là. Ouais, je te rejoins, je vais prendre les Browns. Moi, je l'ai noté à 4, toi, tu l'as noté à 3 ce match. Je pense Ouais. que ça va être un gros match sur deux outsiders. Donc, 2 fois Browns. Euh, Poursuivons notre route et direction la Caroline. Les Panthers, 2 victoires, 12 défaites, reçoivent les Packers, 6 victoires, 8 défaites. Ça sent bon le match revue d'effectifs avant la saison prochaine. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Répète-moi ça. De Quand, préparation d'effectifs pour la saison prochaine? là, alors nous, comme on dit en Europe, la revue d'effectifs. En fait, tu vois, tu vois un peu qui c'est qui est bon, qui Ouais, c'est qui est pas bon, qui c'est que tu vas garder, qui c'est que tu vas jeter. Tu vois, ça sent. exact. Pour moi, c'est le match idéal. Tu vois, entre deux équipes qui, bah, une n'est plus du tout dans la course, l'autre Plus n'y croit vraiment, plus ouais. trop non plus. Donc, Non, c'est ça. Il y a 2 semaines, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que je croyais aux Packers plus que jamais. Maintenant, à ce pareil. point-ci, c'est difficile. Là, on n'a pas rebondi fort au cours des 2 derniers matchs. Du côté des Panthers, bon, félicitations, on a réussi à jouer les troubles fêtes la fin de semaine dernière. On a battu les Falcons d'Atlanta dans la pluie diluvienne à Charlotte, en Caroline. Par contre, est-ce que ça fait d'eux une bonne équipe? Absolument pas. C'était un match à très bas pointage. Euh, les Packers, eux, ben, ils sont pas impressionnants. C'est peut-être le genre de match qui pourrait les secouer, leur redonner une seconde vie. Par contre, au point où on en est, avec déjà 8 défaites cette saison, le maximum qu'on va pouvoir aller chercher, c'est 9 victoires. Est-ce qu'on va participer aux éliminatoires avec 9 victoires? Il n'y a vraiment rien de certain avec ça. Je vais prendre les Packers ce week-end parce que les Panthers sont vraiment mauvais, mais c'est pas un match qui attire mon œil nécessairement. Ouais, bah écoute, je te rejoins, je vais prendre les Packers aussi. Je m'étais enflammé également. Je commençais à y croire. Je me suis dit, ça y est, il y a un renouveau et tout. Et comme tu l'as dit, ça s'est écroulé. Et bah, ils vont profiter bêtement bah, du match des Panthers parce que côté Panthers, à part Chuba Hubbard, et je vois que dalle. Je vois que dalle dans cette équipe. C'est décevant. Euh, voilà. On continue notre route et direction maintenant le Tennessee. Les Titans vont affronter les Seahawks. Les Seahawks, surprenant vainqueurs Ouais. des Eagles. Alors, t'as mis 2, j'ai mis 3. Visiblement, c'est toi le moins optimiste cette semaine, j'ai l'impression, Ouais, entre ouais, nous. non, mais t'as raison, on dirait que j'étais dans un mauvais mood quand j'ai fait Voilà, mes choix. tu as, Non, tu non, as le droit, mais tu as le droit. écoute, je suis content de voir les Seahawks avoir performé de la sorcière. On dirait que ça nous a donné l'impression qu'ils peuvent avoir l'étoffe d'une équipe pas nécessairement qui va faire un long parcours en éliminatoire, mais qui pourrait tenir tête à une équipe, peut-être même gagner un match en éliminatoire si elle a le bon match-up. L'attaque était rassurante. Drew Lock, donc on ne savait même pas qu'il allait jouer avant le match. Au moment où d'entrer sur le terrain, bon, ben, c'est lui le partant. Je ne l'ai pas trouvé mauvais hier. Il a réussi à orchestrer la séquence qu'il fallait à la toute fin. On a laissé quoi, une vingtaine de secondes, 26 secondes, si je ne me trompe pas, aux Eagles, lorsqu'on a marqué le toucher. Puis sur la dernière séquence, il y a au moins 3 passes de très grande qualité, dont la passe de toucher à Jackson Smith et Jigba. Donc, je suis optimiste pour la suite des choses pour les Seahawks, tandis que pour les Titans, ben, écoute, là, on verra l'état de santé de Will Levis. Hein, il s'est fait frapper fort à la fin du dernier match. Euh, mais sinon, c'est une saison, somme toute, à oublier pour les Titans. On est en train de construire pour l'an prochain. Je vais y aller avec Seattle dans ce match-là sur la route. Moi, je te rejoins à 100%. Quoique, tu vois, pour moi, c'est le match vraiment parfait. C'est le match piège parfait, en fait. Parce que t'as C'est les vrai, ben, Titans ça l'a qui. été pour les Dolphins. Exactement, exactement. C'est vraiment l'équipe, tu vois, Titans, tu t'y crois pas trop, mais c'est un véritable calvaire à jouer. Ils sont capables de te foutre, de la mettre bien profond. Et donc, je vais croire aux Seahawks,
mais je serais pas ça pourrait être un upset, ça me surprendrait pas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Dernier match de la première série, Atlanta Falcons. 6 victoires, 8 défaites face aux Colts. 8 victoires, 6 défaites. Un match qui pourrait se jouer d'un point de vue coaching. Atlanta s'est tiré une balle dans le pied pendant que les Colts, malgré la perte continue, pendant les pertes continuent, continuent d'espérer au playoff. Bruno, t'as mis 3, j'ai mis 2, c'est pas si c'était moi le Grinch. Non, ben écoute, les Falcons se sont donné un petit retard face aux Saints, face aux Buccaneers au classement, parce qu'ils ont littéralement échappé le match la semaine dernière contre la Caroline. À ce point-ci de la saison, je pense que si à la fin de l'année, quand on va voir les Falcons rater les éliminatoires peut-être par un match, ben on n'aura pas à chercher de midi à 14 heures à savoir quel est le match qui a fait défaut. Ce sera la défaite contre les Panthers de la Caroline, qui fait beaucoup plus mal, encore même plus mal que le match, je crois, de la semaine d'avant contre les Buccaneers de Tampa Bay qu'on avait échappé. Et pour les Colts, ben là, il faut avoir une autre victoire contre les Steelers cette fois. Visiblement, les Colts ne veulent pas se décrocher de la course aux éliminatoires. À ce point-ci, pas le choix de dire qu'on commence à croire qu'ils vont y participer aux éliminatoires. Et ils ont leur destinée entre leurs mains. Et s'ils continuent de gagner leurs matchs, les matchs qu'ils sont supposés de gagner du moins, ils vont participer au tournoi. Atlanta sur la route, c'est un gros défi pour les Colts. Atlanta voudra non seulement se reprendre, se sauver la face la semaine dernière, mais surtout se donner une dernière chance de peut-être accéder aux éliminatoires en gagnant sa division. Je pense que c'est un beau défi pour les Colts. Et même si on a une équipe qui a subi plusieurs blessés, tu as vu sûrement le coup sur Michael Pittman le week-end dernier. Je pense qu'Indianapolis va aller gagner ce match-là, puis faire un autre pas en avant là, pour participer aux playoffs. Ouais, je te rejoins. Et puis côté Falcons, c'est toujours le même truc. Pour moi, ça reste toujours le même problème. Il y a une bonne nouvelle du côté des Falcons. Toi puis moi, depuis le début de l'année, on se dit je me demande s'ils vont donner une autre chance à Arthur Smith ou est-ce qu'ils vont lui montrer la porte à la fin de la saison. Avec la défaite de la semaine dernière, je vais te dire une chose, s'il ne participe pas aux éliminatoires, je suis pas mal certain que ça va être la fin. Ouais, parce que c'est clair, clairement, il a les armes dans cette division, il a les armes pour faire quelque chose, et puis, c'est pas terrible. D'abord, je pensais que tu pensais enfin, que tu me parlais d'une autre bonne nouvelle, puisque, a priori, ça serait Tyler Heineke qui serait le quarterback titulaire. Ouais, possiblement, mais écoute, les fois que Tyler Heineke a joué, on se disait, bon, il va venir stabiliser l'attaque, il va faire un peu mieux que Desmond Ridder, puis au final, il entrait, puis il faisait pas nécessairement mieux ou était victime de revirements. Donc, oui, personnellement, à ce point-ci, je suis d'accord avec la décision d'y aller parce que Ridder était vraiment mauvais le week-end dernier. Mais je ne suis pas encore prêt à dire que ce sera la solution. Puis, j'espère que les Falcons ne se disent pas, hey, on va rentrer à la prochaine saison, la saison 2024, avec Heineke ou Ridder comme carrière partant ou en faisant battre les deux pour le poste de partant. Ça va prendre une nouvelle solution là, au poste de corps à Atlanta. Ça va être compliqué, en tout cas, ça va être compliqué. Donc, du coup, tu joues les Colts? Je vais les Colts, ouais. Allez, let's go. Deux fois Colts, je précise, au cas où. On attaque la seconde série, donc à 22h05 pour nous en France, 16h05 pour vous au Canada. Les Bucks accueillent les Jags, duel 100% floridien et duel sur lequel j'ai beaucoup de misère à savoir qui sera réellement la meilleure équipe. Les deux franchises sont capables de fulgurance, mais ne sont jamais à 100% convaincantes. Alors Jacksonville a perdu un troisième match de suite, alors que les Bucks ont rendu une copie correcte. Va-t-on avoir un match à suspense selon toi? Moi, je pense que oui. Puis j'ai un ami très chanceux qui va être à ce match-là. Ses billets sont achetés depuis avant même le début de la saison. Donc, heureusement pour lui, les deux équipes sont encore extrêmement compétitives et c'est un gros fan des Buccaneers. Donc, son équipe qui est dans le coup, qui mène présentement la division sud de l'AFC, de la NFC, pardon. Passons un peu les Buccaneers parce que je pense qu'on dit à peu près la même chose sur eux à toutes les semaines. Oui, Baker Mayfield et l'attaque ont connu un excellent match la semaine dernière, même que on parlait de Baker Mayfield comme un carrière de transition à Tampa Bay, mais il n'est pas vieux, Baker Mayfield, puis il connaît vraiment une bonne saison. Donc, peut-être qu'on peut construire autour de lui pour les prochaines années. Ce sera mon commentaire éditorial pour les Buccaneers. On va se tourner du côté des Jaguars. Maintenant, j'étais à la description du match de dimanche soir contre les Ravens. C'était pitoyable. Écoute, les deux bottées ratées en début de rencontre, OK? L'échappée de Trevor Lawrence à la porte des buts, alors que personne ne lui a touché, il a tout simplement échappé le ballon. On a terminé le match 0-4 à l'intérieur de la ligne de 20, donc dans la red zone.
Et non seulement 0 touché en 4 présences, mais 0 point en 4 présences. Donc ça, c'est complètement inacceptable. C'est là qu'on a échappé le match du côté des Jaguars. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette équipe-là me fait baisser en confiance plus la saison avance. Je crois de moins en moins en eux. Et à ce moment-ci, là, je pense qu'ils ont le bris d'égalité. En fait, je sais qu'ils ont le bris d'égalité dans leur division. Mais au moment où on se parle, eux, les Colts et les Texans ont la même fiche. Donc, dans une division qui était pratiquement supposée être facile les deux doigts dans le nez pour les Jaguars, je trouve qu'ils se donnent énormément de mal dans leur rencontre. J'ai de la difficulté à avoir confiance en eux. Là, 4 défaites de suite, si on perd ce week-end, ce serait une vraie catastrophe pour les Jaguars. Rappelle-toi, l'an dernier, leur force, c'est qu'ils ont terminé l'année en force. Et là, ils sont en train de terminer l'année en faiblesse. Le match est disputé à Tampa Bay. Je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de partisans des deux équipes dans le stade. Mais quand même, je vais donner l'avantage aux Buccaneers puis je vais prendre les Bucs dans ce match-là. Ça va pas être un match évident. Puis tous les deux, on l'a noté à 4. Ça peut être intéressant, comme ça peut être une purge, quoi. Mais alors, Baker Mayfield, ouais, ok, il fait du bon boulot, je te rejoins. Par contre, c'est pas étonnant aussi, vu les cibles qu'il a. Alors, ok, il faut réussir à faire les passes, il faut réussir à faire le truc. Mais tu vois quand même l'effectif, certes, vieillissant, mais il a quand même du beau monde autour de lui. Donc, c'est un peu normal qu'il est capable de faire ce qu'il fait avec l'équipe. Par contre, comme tu dis, les Jaguars, c'est pas non plus, je comprends pas, je comprends pas. Il y a beaucoup d'équipes cette année que j'ai du mal. Des fois, je les enterre et après, ils reviennent. Et là, c'est une purge, quoi. Ça avance pas, quoi. Ça fait trois matchs de suite, là, qui perdent. Euh, ils montrent rien. Ils montrent rien. Mais je m'explique pas, en fait. J'ai pas la solution, en fait. J'ai pas la solution. Est-ce que, La défense contre la passe est juste incapable de tenir la route là, du côté de Jacksonville. Il n'y a pas de question. Là, durant la saison morte, c'est là qu'il va falloir s'améliorer, c'est là qu'il va falloir investir. Il faut pouvoir arrêter la passe parce que, pardon, la défense contre le jeu au sol n'est pas si mal. Là, oui, ça a été difficile contre les Ravens, mais les Ravens sont la meilleure équipe au sol dans toute la ligue, donc je peux leur donner un mulligan sur celle-là. Mais par contre, il faut être capable d'arrêter le jeu de passe semaine après semaine. Si on est capable de le faire du côté de Jacksonville, c'est sûr qu'on devient une équipe beaucoup plus compétitive. Ouais, effectivement, tu mentionnes ça, là-dessus, ils sont 29e. Puis tu as aussi sur les sacs. Les sacs, ils sont 24e. Ils ont entre guillemets, que 30, quoi. Donc c'est aussi un point à améliorer. Puis sur les points pris, ils sont 21e aussi. Donc il y a pas mal de faiblesses défensivement, quoi. Donc je pense que peu importe ce qu'il y a à drafter, il va clairement se tourner vers la défense, quoi. Non, exact. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis surtout, il y a beaucoup de talent en attaque. Donc, en attaque, c'est un peu de cohésion, un peu d'expérience à prendre ensemble, mais j'ai assez confiance que le gâteau devrait lever éventuellement en attaque, peut-être même d'ici la fin de la saison. Mais il va falloir investir en défense. Là, présentement, le personnel est juste pas assez bon pour faire des Jaguars une équipe qui prétend au Super Bowl. Donc du coup, tu paries sur les Bucks. Oui, je vais avec les Bucks. Alors, les Bucks 2 fois également. Match suivant, ce sera probablement pas l'affiche de la semaine, mais au moins celle du dimanche. La troisième équipe de Floride reçoit les Cowboys. Beau match que l'on a noté désolé, tous les deux à 5. On a des Cowboys qui se sont montrés sous leur pire visage la semaine dernière. Les Dolphins ont réussi un beau match face aux Jets. Il va y avoir des points, ça c'est certain, et ça va être un duel très aérien, j'en suis sûr. Renaud, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Écoute, là, on est tous déçus de la performance des Cowboys la semaine dernière. Moi, personnellement, je les avais perdants contre les Bills à Buffalo en raison de tout ce qui entoure l'historique des Cowboys quand ils sont sur la route ou que les conditions ne sont pas idéales. Le soleil était déjà en train de se coucher à 16h25 quand le match a débuté. Puis on l'a vu, les Cowboys n'ont juste jamais été dans le coup. L'attaque n'a pratiquement rien fait de tout le match contre les Bills. Et pourtant, les Bills ont beaucoup de blessés en défense, puis ça n'a pas du tout paru dans ce match-là. La défense contre le jeu au sol des Cowboys s'est faite mais complètement traversée par James Cook, qui avait l'air de Dalvin Cook dans son prime. Et donc, non, extrêmement déçu des Cowboys. Ils vont avoir l'occasion de rebondir là, dans un match à Miami, dans un environnement, je dirais, moins hystérique, non seulement moins bruyant, on sait, à Miami qu'à Buffalo, mais aussi on ne sera pas dans le gel, dans le froid. Et si je ne me trompe pas, il pleuvait aussi là, pendant le match. Donc, on n'aura pas probablement les mêmes difficultés. Oui, je sais qu'il fait chaud à Miami, mais c'est un match qui va être disputé, si je ne me trompe pas, en fin d'après-midi.
Puis surtout, on est rendu au mois de décembre. Là, donc, c'est pas la température de Miami au mois de septembre. Je pense que les Cowboys vont mieux sortir dans ce match-là qu'ils ont sorti la semaine dernière. Je vais quand même donner l'avantage aux Dolphins qui, sans Tyreek Hill, donc très bien fait. En fait, Jalen Waddle a pris le rôle de Tyreek Hill exact dans le match et il l'a joué à la perfection. C'était pas la meilleure des saisons pour Jalen Waddle, c'était pas une mauvaise saison, mais disons qu'il était moins mis en valeur cette année que par le passé. Ben, dans le match où on avait vraiment besoin de lui sur le terrain pour les Dolphins et dans mon fantasy football en éliminatoire, il a connu son meilleur match de la saison. Et d'ailleurs, si vous aimez les points et tout, comme on l'a dit, ça va cartonner, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, c'est là. Les Dolphins sont la meilleure équipe sur le nombre de points marqués par match, 31,5. Et les Cowboys, c'est la deuxième avec 30,8. On a les deux attaques, c'est clairement, sont quasiment à chaque fois dans le top, que ce soit à la course, à la passe, en total de yards, en possession. C'est deux équipes qui sont quand même assez complètes offensivement parlant. Est-ce que ça va peut-être plutôt se jouer sur les défenses selon toi? Est-ce que c'est possible que ça soit vraiment l'élément qui va faire que? Ben, je crois que oui. Là, on le sait, la ligne à l'attaque des Dolphins, en plus, elle est amochée. Elle a perdu des morceaux au cours des dernières semaines. Ça n'a pas paru contre les Jets ce week-end, mais bon, hein, les Jets, ce sont les Jets, donc on va se donner une chance. C'est vrai que si Tyreek Hill n'est pas là dans le match ce week-end, parce que c'est encore un cas incertain là, à savoir s'il va pouvoir jouer, c'est sûr que ça va faire la différence pour les Dolphins aussi, mais tu as raison. Les défenses, laquelle des deux va pouvoir mettre de la pression constamment sur le corps? Tua, qui est pas le plus mobile. Là. Personnellement, j'aime pas ça le voir se sauver avec le ballon. Et surtout avec sa petite carrure. Puis, je veux dire, c'est pas un athlète nécessairement rapide sur ses jambes. Si Micah Parsons passe tout le match dans le champ arrière, ben, ça va être extrêmement difficile pour Miami. Pour moi, la clé, en fait, c'est la clé dans pratiquement tous les matchs des Dolphins. On gagne quand le jeu au sol fonctionne. On perd quand le jeu au sol ne fonctionne pas. La semaine dernière, les Cowboys se sont fait traverser par le jeu au sol des Bills, comme je l'ai dit tantôt. Si les Dolphins sont capables de faire la même chose, puis je pense qu'ils vont être capables de le faire, ils devraient être capables de gagner ce match-là. Ouais, c'est enfin niveau defensive rush, c'est les Cowboys sont 19e et les Dolphins sont 4e en attaque au sol. Gros match-up effectivement et comme tu as dit, c'est peut-être là la faille qu'il va falloir exploiter. Du coup, il faut se mouiller. Sur qui tu vas partir? J'y vais avec Miami. Tu vas avec Miami? Ah, c'est le genre de match vraiment que j'ai de la misère. Je vais partir sur les Cowboys. Je vais partir sur les Cowboys. Je vais me dire ils vont être revanchards. Puis comme tu dis, au niveau du temps, ça va pas jouer grand-chose. Je vais partir sur les Cowboys. Mais je pense que ça va être beaucoup de points et ça va se jouer à pas grand-chose. Ça, on est d'accord là-dessus. On continue et on va pas s'éterniser sur le match qui suit et le dernier de la deuxième série du dimanche, les Bears face aux Cardinals. Deux équipes éliminées, deux équipes quand même qui mine de rien sont intéressantes. Quoi. La défense des Bears continue de très très bien performer, j'ai envie de dire. Ouais. Écoute, la défense des Bears, ça s'est joué sur quelques petits jeux contre les Browns, mais on a failli causer la surprise puis aller les battre. On avait battu les Lions la semaine précédente. Il y a quelques semaines auparavant, dans le premier duel contre les Lions, on avait joué avec l'avance pratiquement tout le long. Depuis leur semaine de congé, là, les Bears, ils ont changé. Puis tantôt, on parlait d'évaluation d'équipes, des équipes qui doivent penser à l'an prochain. Bien, les Bears, c'est un bon exemple. Depuis quelques semaines, ils sont dans ce mode-là. Puis il y a des cas qui sont en train de se lever. Matt Eberflus, l'entraîneur-chef, est peut-être en train de sauver son emploi carrément. Je suis content pour cette équipe-là parce qu'ils vont avoir une injection de talent claire et nette la saison prochaine. De un, ils ont beaucoup d'argent disponible pour le marché des joueurs autonomes, encore une fois cette année. Mais en plus, ils vont avoir des bons choix au repêchage, dont celui des Panthers, qui a des bonnes chances d'être le tout premier. Donc, moi, j'aime regarder Chicago présentement. À la fin, je ne sais pas si tu as vu le Hail Mary, le dernier jeu du match contre les Browns, mais Darryl Mooney qui avait le ballon dans les mains, on est passé à un cheveu là, de gagner ce match-là par un miracle sur le dernier jeu. Mais c'est définitivement plaisant de voir les Bears jouer de la sorte parce qu'en début d'année, j'étais pas de ceux qui croyaient que l'équipe allait participer aux éliminatoires ou qu'ils allaient avoir leur grande révélation. Je sais que beaucoup de gens étaient sur ce bateau-là. J'y étais pas, mais quand même, je pensais qu'ils seraient plus impressionnants que l'an dernier. Puis en début de saison, c'était le contraire. Ils étaient encore moins bons que l'an dernier. Là, présentement, ils jouent du bon football. Ils vont accueillir les Cardinals à la maison. J'y vais avec les Bears.
Tu vas avec les Bears? Je vais y aller avec les Cardinals parce que je trouve quand même que Kyler Murray fait du bon boulot quand même avec le peu qu'il y a. C'est un match, c'est à 50-50. Clairement, c'est à 50-50. Bon, après, ne vous attendez pas à du grand football. On a mis chacun la note de 2. C'est deux équipes voilà, Mhm. qui Oui, sont oui, ben, c'est quasiment des équipes qui sont éliminées. éliminées. Ouais, ouais. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser plus. Moi, donc, toi, tu vas sur les Bears. Moi, je vais sur les Cardinals. Good. On passe au Sunday night, donc dans la nuit de dimanche à lundi ou dimanche soir, si vous êtes, si vous êtes sur le continent américain, je vais y arriver. Les Broncos passent aux Patriots. C'est encore une fois, c'est pas un match qui nous hype beaucoup. Moi, j'ai mis une note de 2, t'as mis une note de 1. Bon, normalement, les Broncos devraient gagner. Gros match défensif? Ne bousillez pas vos plans de réveillon de Noël pour écouter ce match-là. Ça, c'est mon premier conseil. Ouais, écoute, j'ai les Broncos qui vont gagner dans ce match-là. Oui, ça a été extrêmement décevant comme performance la semaine dernière face aux Lions. C'est fait traverser par l'attaque des Lions. Malheureusement, les Patriots n'ont pas l'attaque des Lions, donc je pense pas qu'ils vont être capables de faire le même dommage. Donc, c'est assez simple pour les Broncos. On va se buter à une défense des Patriots qui est très coriace, mais si on réussit à inscrire, je ne veux même pas dire 20 points, si on est capable d'inscrire 18 points du côté des Broncos, est-ce qu'on va vraiment échapper ce match-là contre la Nouvelle-Angleterre? Si on regarde aussi du côté de New England, Bailey Zappi a obtenu les 2 derniers départs. Ça a été des bonnes premières demi, la deuxième demi beaucoup plus difficile. Donc, si les Broncos, la défense commence le match très fort, qu'elle tient le coup lors des premières séquences des Patriots, j'ai l'impression que par la suite, il devrait avoir peut-être un petit relâchement du côté de l'attaque des Pats et donc les Broncos devraient voguer vers la victoire. Mais je te l'avoue, là, je ne vais pas regarder beaucoup de jeux de ce match-là. Tu veux dire que tu préfères sacrifier ta dinde de Noël pour et pas regarder ce match? Ben oui, exact. Je préfère passer du temps en famille que de regarder les Patriots contre les Broncos. Je pense que tu as bien raison. D'ailleurs, les Broncos, attention, là, ils sont en 7-7, ils ont encore une possibilité de jouer les playoffs, mais Ouais, gare au faux pas, quoi. Et bon, moi, je crois, honnêtement, je vais jouer les Broncos. Je pense que tu vas jouer les Broncos aussi. oui. Oui, je prends les Broncos, mais une chose, tu le dis, ils ont encore une chance de participer aux éliminatoires, puis ils ont un calendrier qui pourrait leur permettre, d'ailleurs, à commencer par ce match-là. Mais on va s'entendre sur une chose, si tu échappes le match contre les Patriots, de un, tu te coupes dans les Tu jambes l'avais parce pas. que tu te coupes drastiquement les chances de faire les éliminatoires, mais de deux, personne ne va vouloir te voir en éliminatoire si tu perds contre les Patriots. On passe au lundi avec un programme triple et ça commence à 13 ou 19 heures. Les Chiefs accueillent les Raiders. Las Vegas a massacré les Chargers lors de la précédente week. Les Chiefs s'en sont sortis du piège des Pats. Mais attention, Las Vegas est le genre d'équipe capable de tout et qui n'hésitera pas à donner quelques surprises à tous les fans des Chiefs. Alors, Renaud, quel est ton avis? Ce sera, selon moi, un match extrêmement serré, comme tous les matchs entre les Raiders et les Chiefs, ou presque. Comme tout le monde, hein, je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu la performance des Raiders la semaine dernière. Mais tu sais quoi, on dirait que ça ne me surprend pas que les Raiders aient joué de la sorte. Antonio Pierce, leur entraîneur-chef par intérim, lui, ils essaient de se garantir un emploi pour l'an prochain comme entraîneur-chef de cette équipe-là. On voit que les joueurs aiment jouer pour lui, puis on voit qu'il a dit garder la pédale dans le fond, même quand on continuait de gagner des points, même si on gagnait par quoi, 40 points à un certain point, c'était même 42 points à la mi-temps. On a gardé la pédale dans le tapis. On a appelé un temps d'arrêt avant la mi-temps pour s'assurer de marquer un autre touché, notre 6e de la première demi. Donc, non, écoute, les Raiders sont tenaces, puis ils vont jouer la pédale dans le fond pour leur entraîneur d'ici la fin de la saison. Maintenant, le match est disputé à Kansas City. Les Chiefs ont faim présentement, on le sait, hein, à cause des résultats des dernières semaines. Ils ont pris du retard qu'ils ne pensaient peut-être pas prendre cette saison. Je pense qu'ils vont être gonflés à bloc. Puis bon, la semaine dernière, on s'en est sorti parce qu'on jouait contre les Patriots, mais on a fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu nous coûter le match. Les Chiefs sont dus pour un bon match. Il y en a eu des bons matchs cette année. Je sais qu'on chiale souvent là, sur la tenue des receveurs et avec grand raison. Mais il y a des moments où ils ont réussi à faire quelques attrapés importants cette saison. Puis je pense que là, cette semaine, ils sont dus justement pour connaître un de leurs bons matchs. Je vais y aller avec les Chiefs, mais ça va être extrêmement serré. Ça va se régler à l'intérieur de la pause des 2 minutes. Ouais, je te rejoins, c'est à 100%. Les matchs Chiefs seraient l'air assez serrés. Rachi Rice aussi qui nous fait pas mal de belles Oui, performances qui en ce joue moment, bien. quoi.
Il joue très Exact. très bien. C'est le numéro 1 en ce moment. Ouais, puis je crois qu'il y a eu une perte aussi côté Raiders, il me semble. Il y a eu je sais plus, je crois qu'il me semble qu'il y a un blessé là. Un blessé assez important. Maintenant, j'ai perdu le nom, ou je me trompe peut-être. Vite comme ça me vient pas. Bon, ouais, c'est pas grave. Je vais partir sur les Chiefs, mais Mais excuse, mais match. Max Crosby est amoché un genou. Ceci étant dit, je pense pas qu'on ait encore annoncé, du moins, qu'il jouerait pas le match. Je pensais pas à Crosby, mais il me semblait qu'il y avait OK, quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, peu c'est importe. pas grave. Ouais, voilà. Donc, deux fois Chiefs pour ce match. Chiefs. On continue et ça sera probablement le match peut-être le moins fun des trois. Les Eagles accueillent les Giants. J'ai mis la note de 1, t'as mis la note de 2. Moi, je m'attends clairement et simplement à une raclée. Les Eagles ont besoin de se rassurer. Les Eagles ont besoin de faire taire les rumeurs. Et je dis, bah, go Eagles. Ouais, écoute, pour la simple et bonne raison que les Eagles viennent d'aligner 3 défaites de suite, qu'il y a un peu d'incertitude, que ça brosse un peu. En raison de ça, j'ai mis 2 ballons, de me dire, hey, il faut vraiment qu'ils performent bien contre une équipe médiocre comme celle des Giants. Mais on ne perdra pas beaucoup de temps sur ce match-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Les Eagles devraient l'emporter là, sans trop de difficultés. J'ai mis le 2 ballons en me disant, écoute, si à la mi-temps, vous voyez que le match est serré, allez faire un tour pour le possible upset alert puis la confirmation que les Eagles sont une fraude. Mais sinon, gâtez-vous, là, évitez les 2 premiers quarts, vous allez rien manquer. Ouais, je pense non. Moi, pour moi, clairement, là, je pense que les Eagles vont devoir vraiment marquer le coup. Je pense que là, les Giants, ça va être victime expiatoire, comme on dit chez nous. Et ça va faire très très mal. Je pense que ça va être un haut score. Et je vois pas trop comment les Giants vont s'en sortir. Mais je m'attends à rien de bon. Et enfin, terminons cette week par ce qui sera très certainement l'affiche de la semaine. Les Ravens vont affronter les 49ers chez eux en prime time. Renaud, on a deux des franchises les plus impressionnantes de la saison qui vont se retrouver et peut-être un possible acte 1 pour un futur Super Bowl. Qui sait? Oui, et selon, je ne sais pas si tu as vu passer la théorie du complot qui, au cours des dernières saisons, tu vois, le logo du Super Bowl est toujours révélé plusieurs mois avant la partie et les couleurs du logo, depuis, je crois, 3 ou 4 saisons, matchent parfaitement avec les couleurs des 2 équipes qui se rendent au Super Bowl. Et si tu regardes Ah, j'ai cette pas année, vu. ben, c'est le violet et le rouge donc, qui sont à l'honneur. Possiblement, là, comme tu dis, pour un préambule Ravens Facile. contre 49ers. Et surtout, ça n'a pas vraiment de valeur parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas nécessairement de compétition entre l'AFC et la NFC. Mais c'est un match qui va déterminer la meilleure fiche jusqu'à maintenant lors de la saison régulière. Donc, ce sera intéressant à suivre comme match. Moi, je vais faire la description de ce match-là. Puis, je pense qu'à ce point-ci de l'année où on en est, en sachant que ce sont 2 excellentes équipes, peut-être même les meilleures équipes respectives de leur conférence. Dans le cas des Niners, je pense que ça fait aucun doute. Chez les Ravens, c'est débattable, mais personne ne peut leur enlever le fait qu'ils doivent être dans la conversation là, pour être la meilleure équipe de l'AFC présentement. Ça va être un match extraordinaire. Christian McCaffrey qui a connu un autre extrêmement gros match qui a sauvé ma saison de fantasy football, ni plus ni moins, la semaine dernière contre les Cardinals de l'Arizona. Puis de l'autre côté, c'est juste dommage qu'on ait perdu chez les Ravens Keaton Mitchell, le porteur de ballon, au cours du dernier match. Ça faisait quelques semaines qu'on lui donnait des portées et il était électrique sur le terrain. Il apportait quelque chose d'unique que les autres porteurs des Ravens, Justice Hill, Gus Edwards, ne sont pas capables d'amener une petite dose d'électricité très rapide, des flamèches, des changements de direction rapides. Puis c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a, à part Lamar Jackson dans le champ arrière des Ravens de Baltimore. Donc, extrêmement difficile de se prononcer sur ce match-là. Je vais y aller avec les 49ers pour la simple et bonne raison qu'ils jouent à domicile. Mais pour moi, on va avoir tout un match de football. Un autre match qui devrait se terminer à l'intérieur des 2 dernières minutes. Ouais, gros match. Il y a très peu de faiblesse. Les deux équipes sont numéro 1 en AFC. Enfin, les Ravens sont numéro 1 AFC. Les 49ers sont actuellement numéro 1 NFC. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de faiblesse d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes sont vraiment hyper convaincantes. Ça roule des deux côtés. Maintenant, franchement, c'est dur, quoi. Il y a, autant les Ravens, il y a quand même une petite faiblesse au niveau sur le passing yards. Ouais.
Côté Niners, c'est plutôt, c'est la défense sur la passe. Donc, on va dire d'un côté comme de l'autre, c'est plutôt arrangeant pour les Niners, j'ai envie de dire. Euh, Toi, tu vas pour qui là? Je En vais qui avec tu les crois? Niners. Tu Je vais vas les avec les Niners, Niners dans ce match-là, mais écoute, ça va être un match de grande qualité. Là. Les deux équipes pourraient l'emporter, vraiment. ouais, deux grosses défenses, deux grosses attaques, deux bons joueurs de partout. Moi, je vais partir aussi sur les Niners. J'y crois plus. Je les crois encore sur un meilleur tempo. Et je les trouve quand même plus convaincants. Donc, je dis aussi Go Niners. Mon cher Renaud, cette semaine, nous avons une question. Eh oui, et non des moindres, puisqu'il s'agit de mon Knuffle favori, Cœur d'Acier. Donc, la question touche sa franchise de cœur et elle n'est pas évidente. Alors, attention. Mike Tomlin est de plus en plus décrié par pas mal de fans et de journalistes, surtout pour sa mauvaise gestion des dernières années et du fait qu'il n'a pas gagné de match en playoff depuis 2016. Pensez-vous que le siège de Tomlin se réchauffe de plus en plus et que Art Rooney pourrait le licencier ou ne pas renouveler son contrat qui finit en 2024 et qui verriez-vous pour le remplacer? Qu'en penses-tu, Renaud? Ben, personnellement, je pense pas. Je suis toujours convaincu que les joueurs à Pittsburgh achètent le plan Mike Tomlin et aiment Mike Tomlin. La chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être le temps qu'il a pris à montrer la porte à Matt Canada, alors que ça fait des années que tout le monde souhaite qu'il quitte. C'était quoi? Il a été congédié là, il y a quelques semaines, mais c'était sa troisième saison avec l'équipe. Il n'avait jamais eu un match de 400 verges d'attaque totale de la part de son attaque. Je comprends pourquoi les gens étaient impatients à ce niveau-là. Ceci étant dit, ben, on gère une jeune équipe. Visiblement, il y a des éléments qui sont problématiques à Pittsburgh. Bon, Kenny Pickett, on gagnait quand il était là, mais ce n'était pas encore convaincant. Par contre, il a connu son meilleur match au moment où on a renvoyé Matt Canada, puis il s'est blessé par la suite. Donc, on n'a pas encore de réponse à savoir est-ce que c'est lui l'homme de la situation à Pittsburgh. Ceci étant dit, je pense que l'an prochain, on va le savoir. L'an prochain, on va avoir notre réponse. Est-ce que oui ou non, on continue avec Kenny Pickett? Mais moi, ce qui m'inquiète du côté de Pittsburgh, c'est la situation de George Pickens. Parce que rappelle-toi, la semaine dernière, il y a eu un rapport qui est sorti comme quoi Mike Tomlin avait eu une sérieuse discussion avec George Pickens disant qu'il laissait tomber ses coéquipiers, comme quoi il avait une mauvaise attitude sur le terrain et sur le banc. Que, bref, c'était pas le genre d'énergie qui nous aidait à nous tirer vers l'avant. Et comment est-ce que Pickens a répondu ce week-end face aux Colts en lâchant ses blocs, en abandonnant sur des jeux à l'avance, en étant peu impliqué sur les jeux de course notamment. Le message n'a clairement pas passé pour George Pickens. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec les receveurs qui agissaient comme ça historiquement chez les Steelers de Pittsburgh? Le premier exemple qu'on peut prendre, c'est Chase Claypool. Ben, on lui a montré la porte, on lui a dit va-t'en, ça ne fonctionnera pas. Puis Chase Claypool, ben, il n'y a absolument rien qui se passe avec lui. Depuis, si je ne me trompe pas, depuis qu'il est à Miami, je sais qu'il a attrapé au moins une passe, mais je me demande même si ce n'est pas la seule passe qu'il a captée. En tout cas, je peux te dire qu'il est un non-facteur dans l'organisation des Dolphins au moment où on se parle. Donc, quel sort qu'attend George Pickens? Est-ce que c'est le genre de gars duquel on voudra s'entourer à Pittsburgh? Parce que, rappelle-toi, quand il a commencé à chialer, c'est là qu'on a échangé Antonio Brown. Sa carrière n'a plus jamais été la même par la suite. Quand Juju Smith-Schuster est devenu une distraction, on l'a laissé partir. Bon, mais oui, il fallait qu'il renégocie avec des gros sous, mais quand même, on aurait pu le garder sans faire de lui un des receveurs les mieux payés. D'ailleurs, le contrat qu'il avait pris cette année-là, c'était 1 an avec Kansas City. Donc, c'est pas comme si les gens se bousculaient pour lui en raison de son attitude. Chase Claypool, je l'ai nommé tout à l'heure. Ben là, George Pickens s'ajoute dans cette lignée-là. Puis même Deontay Johnson, des fois, on le voit chialer sur les lignes de côté, puis il ne connaît pas une bonne saison, Deontay Johnson. Donc, j'ai beaucoup de questions sur le recrutement du personnel en attaque. Personnellement, Najee Harris, je trouve pas que c'est un porteur très talentueux. Pas qu'il est mauvais, il fait le travail en se séparant la charge avec Jalen Warren, mais on a investi un choix de première ronde alors qu'on aurait pu l'investir sur un autre joueur à une autre position, ce choix-là. Donc, il y a eu quelques erreurs au niveau du recrutement du côté de Pittsburgh. Heureusement, c'est le genre de choses qui, je pense, si on conserve Kenny Pickett, peut se rebâtir assez rapidement, surtout que la ligne à l'attaque, sans dire qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est moins pire qu'à l'an dernier puis au cours des dernières saisons à Pittsburgh. Donc non, moi, je ne suis pas prêt à tirer la plug sur le projet Mike Tomlin. Je lui donne au moins la saison prochaine, ou du moins débuter la saison prochaine avant de voir, de savoir est-ce que cette organisation-là peut aller vers l'avant. Mais dans tous les cas, ils ont une bonne défense, on le sait. Ils vont être compétitifs pratiquement à tous les matchs, on le sait. Puis je pense qu'avec une bonne saison morte, donc un bon repêchage plus une bonne période des agents libres,
je serais pas surpris de revoir cette équipe-là rebondir puis revenir dans les sommets de la NFL. Donc, non, moi, je continue l'expérience Tomlin. De toute façon, comme tu le sais, à Pittsburgh, renvoyer un entraîneur, là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insatisfaction pour qu'on passe à autre chose. Et allez, admettons, pour répondre un peu à sa seconde question, Ouais. admettons qu'en en 2024, il n'est pas renouvelé. Qu'est-ce que tu verras en tant que coach? Moi, je suis curieux de savoir si les Steelers iraient dans la veine d'un entraîneur offensif ou d'un entraîneur défensif. Personnellement, connaissant le genre de défense qu'ils ont, puis qu'elle est sous un bon œil, entre de bonnes mains, qu'il y a des vétérans, des vétérans établis, des TJ Watt, des Alex Highsmith qui sont sur cette défensive-là, j'aurais tendance à me tourner vers un gars peut-être plus offensif. Puis si je regarde, par exemple, du côté des Lions de Détroit, le coordonnateur à l'attaque, Ben Johnson, l'an dernier, il y a eu des appels pour lui. Il avait refusé certaines entrevues parce qu'il disait « Je veux terminer le travail avec les Lions ». Ben là, cette année, il va peut-être avoir l'occasion, encore une fois, de devenir entraîneur-chef. Personnellement, je ne dirais pas oui à n'importe qui, mais les Steelers de Pittsburgh me téléphonaient. Une organisation qui non seulement a une tellement belle histoire, mais qui a tu commences déjà avec un bon alignement là, si tu prends les Steelers de Pittsburgh demain matin. Moi j'aime bien Ben Johnson. C'est un des gars que je vois devenir entraîneur-chef très prochainement, voire peut-être là, la saison prochaine. Alors pourquoi pas? Si Tomlin part, comme je l'ai dit, moi, ce ne serait pas ma décision de faire partir Tomlin. Mais si on fait partir Tomlin, je pense que je lâcherai un coup de fil à Ben Johnson. Tu vois, Ben Johnson, par contre, tu vois, je le verrais bien en Falcons. Ah, tu vois, c'est une très belle idée aussi, c'est vrai. Je le verrais bien en Falcons. Maintenant, c'est aux Steelers de faire un bon pitch de Oui. vente. Oui. Mais tu as raison, c'est vrai que Ben Johnson avec les Falcons d'Atlanta, ce serait un très bon match. Ouais, c'était une petite aparté vite fait, quoi. Ben voilà. Mais écoute, merci d'avoir répondu. Et ben, merci à toi, Kardassi, pour ta question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. C'est la fin de l'épisode. Alors, Renaud, rappelle-nous où est-ce qu'on pourra t'entendre ce week-end? Ce sera le soir de Noël, le 25 décembre, 49ers contre Ravens de Baltimore. C'est le match que je fais à la description cette semaine. Relâche de NFL Red Zone pour Noël. Donc, voilà. Super, super. Eh ben, écoute, on vous souhaite à tous de bons matchs déjà pour commencer. On vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Je te souhaite aussi un joyeux Noël à toi, À Renaud. toi aussi, mais. Merci, merci. On vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux épisodes et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau ce week-end en NFL. Sur ce, ciao la team!